Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et j'ai envie de vous faire découvrir mon métier à travers le témoignage de celles et ceux qui le font. C'est un métier de l'ombre qui me va très bien. On est au service du film, on est là pour faire le meilleur film possible. Dès que tu commences à dérocher, c'est comme si c'était une sorte de pacte qui se crée entre les images et nous. On est souvent confronté au problème de redonner aux archives qu'on a déjà vues partout une nouvelle vérité qui fait qu'on les regarde à nouveau. La 3D, c'est un truc qui est vachement intéressant à monter parce que tu dois tout fabriquer. C'est beaucoup d'imagination et en fait le son aide beaucoup aussi. Play, pause, cut. Ça va ? Salut, ça va et toi ? Salut. Me voici de retour dans le 9e arrondissement, dans les locaux de Dum Dum, que j'avais déjà visité pour le tout premier épisode de Play, Pause, Cut. C'est marrant parce que j'étais venue là pour Audrey, Ouais. et je sais pas, j'étais persuadée que j'avais souvenir que la moquette était rouge. En fait, j'ai associé moquette avec la couleur rouge, alors que pas du tout, c'est bleu. C'est tout bleu, vraiment, même les marches, elles sont bleues, quoi. Une moquette bleue et non pas rouge, donc, et une salle appartement qui a servi, entre autres, au montage de Santa et compagnie, d'Alain Chabat. Car le monteur qui me reçoit aujourd'hui s'est spécialisé dans les films de comédie et les séries à succès comme Tapi, Lupin, Miskina ou plus récemment Becoming Carl. Il a par ailleurs créé le festival Une salle sous les étoiles qui aura lieu à Nîmes du 5 au 12 juillet 2024 et il co-anime le podcast Aujourd'hui ça tourne pas autour des métiers du cinéma. Alors, je veux bien le code du Tout à fait, le code du Wi-Fi. Petite particularité de cet épisode, il a été enregistré en live sur Twitch, sur la chaîne de Clapement 5, en partenariat avec Raccord Tout Court. Vous m'entendez ? Salut. Vous entendrez donc quelques interactions avec Aurèle et Aurélien, ainsi que le public présent qui écrivait ses questions dans le chat dédié. On va lancer le live du coup. Ok. On a parlé des particularités du montage de séries et de comédies, mais aussi de post-synchro ou encore de stop-motion. C'est parti. Bienvenue dans la salle de Grégoire Sivan. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le live de la chaîne Clapement 5 pour un live assez particulier, donc du podcast Play, Pause, Cut, podcast dédié au montage. Bah oui, du coup c'est un nouvel exercice pour nous, parce que nous on est quand même, on a l'habitude d'être dans notre petite salle de montage entre nous, voilà, discrètement. Et puis c'est monté derrière évidemment, donc on va essayer de pas trop bafouiller. N'hésitez pas à vous exprimer dans le chat pour poser les questions en cours de live et tout, et on reprendra les questions en cours d'entretien ou après l'entretien, on verra en fonction. Alors est-ce que, Grégoire, déjà tu peux nous décrire un petit peu ta salle de montage dans laquelle on est aujourd'hui ? On est rue d'Hauteville, 5-7 rue d'Hauteville, chez Dum Dum, au 3e étage. J'ai mon ordi qui est face à nous, en fait. On a des beaux canapés, on a des beaux meubles en bois. C'est un petit peu comme un sorte de grand appart, en fait. Je pense qu'ils essaient de faire des endroits un peu où on est bien. Ça, on peut rester tard, c'est ça ? On ne quitte pas, on dort sur place, c'est chaud. Il n'y a pas de lit, il y a canapé, cuisine. Il y a une autre salle de montage derrière pour l'assistant, du coup, plutôt. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu montes en ce moment ? Je monte le 3e film d'un réalisateur qui s'appelle Emmanuel Poularneau. Et c'est un réalisateur avec qui j'aime bien travailler, qui est devenu un pote. Et donc il est en tournage, il est en train de terminer son tournage cette semaine, qui se passe dans le sud de la France, à Osséga. Okay. J'ai commencé le montage il y a à peu près un mois à peu près. Un mois. Et donc, dès qu'il tourne, tu montes dans la foulée ce qui a été tourné, c'est ça ? Ouais, je récupère les rushs un peu tous les jours, que Cécile, ici pas présente, synchronise, voilà. De ton assistante ? Mon assistante, Cécile Webb, avec qui j'avais déjà travaillé sur le test, avec qui j'avais déjà fait plusieurs films. Je commente aussi avec Alexis Marot, avec qui j'avais déjà travaillé sur plusieurs projets. Et donc on travaille un peu de concert. Moi je termine une série en ce moment, donc je dois y être encore un petit peu sur certaines étapes, comme la post-synchro. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la post-synchro ? Ouais, quand on a fini le montage image,
commence évidemment le montage son, et dans le montage son, il y a le montage direct, qui est pour moi l'une des choses les plus importantes, c'est-à-dire c'est vraiment la parole des acteurs, on fait ce qu'on appelle une détection, c'est-à-dire qu'on passe en général une bonne journée à écouter tous les dialogues du film. Voilà, c'est une série d'époque en fait, donc dès qu'il y a des problèmes techniques, genre des avions qui passent, c'était sous Napoléon, donc il n'y en avait pas encore trop à l'époque, donc il faut refaire les sons. Quand il y a des petits trucs de jeu, des petits trucs ou des dialogues en plus, parce qu'il arrive qu'on rajoute des dialogues au montage, voilà, pour expliciter des choses et tout ça. Mais en fait, on passe une journée à tout noter, tous ces endroits où il y a des choses. Donc, on note le TC précis, on doit dire ça en plus et tout. Et ensuite, on convoque tous les comédiens. Donc, on a 23 comédiens, par exemple, cette semaine, qui viennent réenregistrer, en fait, des petits morceaux de dialogue. Alors, ça, des fois, c'est une respi, des fois, c'est une longue tirade, et qui doivent essayer de se remettre un petit peu dans le jus du tournage et tout ça. Ok. Donc c'est une grosse étape pré-mixage, du coup, qui se fait sur toutes les fictions. Ou presque, en tout cas, qui normalement doit se faire sur toutes les fictions. Ouais, alors qui peut se faire aussi de plein de manières, qui peut se faire à l'iPhone, il y a des post-synchro qui se font à l'iPhone. D'accord. On a une comédienne qui est au Maroc en tournage, donc elle va faire ça par Source Connect, en fait, on va faire un peu comme là, c'est-à-dire qu'elle va être devant son écran, il y a une équipe de mixage au Maroc qui va être en lien avec nous, avec un écran, elle va enregistrer, on va recevoir les sons, enfin, donc des fois ça donne des configs un peu compliqués, mais voilà, l'idée c'est qu'au final, on enregistre des petits morceaux de dialogue qu'on va replacer pour essayer d'avoir tout comme il faut. Ouais. D'accord. Et alors, comment t'es arrivé au montage? Comment t'as découvert ça? Qu'est-ce que t'as fait comme études? Alors, moi, j'ai fait un bac B, donc éco à l'époque, ES, enfin, je sais plus comment c'est maintenant, enfin, en tout cas, voilà. Et du coup, bon, pas grand-chose à voir. Je savais ce que j'avais envie de faire, mais je savais pas trop comment le faire, en fait. Et puis, dans la ville où j'habitais, donc à Nîmes, il y a une prépa de ciné qui s'est créée, en fait, quand j'ai passé le bac. Donc, l'année d'après, j'ai passé le postulé. Et donc ensuite, après, moi, je suis parti un an au Canada, à Montréal. Et à la fac de ciné, pareil, j'ai fait ma maîtrise à Paris 3 sur Tim Burton. Et ensuite, j'ai fait la FEMIS, une école de cinéma, en montage, du coup. Et donc, l'envie d'être monteur, c'est vraiment quand j'étais en prépa, en fait. Je me souviens même assez précisément, en fait, le jour, enfin, pas le jour précis, genre, mais je me souviens pourquoi. On voulait absolument arriver à faire un ralenti, en fait, voilà. On avait des bancs de montage SVHS à l'époque, et on pouvait pas faire de ralenti. Et on avait trouvé un truc, en fait, c'est quand on mettait en lecture, mais un peu au ralenti, on pouvait ralentir l'image, mais il y avait une strie à l'écran, en fait. Et on avait trouvé que en mettant l'option un peu strobe, enfin, il y avait une option strobe sur le truc, et on avait finalement découvert qu'en mettant le truc en lecture à 0,5 et en mettant en marche ce truc de strobe sur l'image, sur des portions très courtes, de genre de 4-5 secondes, on pouvait avoir un ralenti sans strobe. Sans strobe. Et donc il suffit d'enregistrer, parce que c'était des bancs de montage où il fallait enregistrer, record, machin, quand tu voulais enregistrer un plan, enfin voilà. Et on avait monté notre clip avec plein de tons ralentis et tout. Et le lendemain matin, sans rien dire, on avait montré à notre prof de tech de rec, qui nous avait dit que c'était strictement impossible, ce petit clip qu'on avait fait sur, je crois, Billy Idol ou un truc comme ça. Donc le clip était un peu pourri, mais en tout cas, il y avait des plans ralentis. Et il a regardé ça, il nous dit, comment vous avez fait? Et donc on s'est dit, ah putain, on a réinventé le ralenti. Et donc, super cool. Trop bien, trop bien. Mais avant ça, du coup, tu voulais juste travailler dans le cinéma? Enfin, tu voulais être réalisateur? Tu voulais... En fait, je me suis rendu compte que quand même, il y avait un endroit qui était un peu cool. Parce que finalement, le tournage, c'est sympa. Mais c'est quand même le bordel. Moi, j'ai besoin les tournages en prise de vue réelle que j'ai fait, c'est après tu t'adaptes et tout ça, mais tu as toujours un truc il faut prendre la décision dans la seconde. Et ça, pourquoi pas. Mais en même temps, je me dis, si je peux faire différemment, je veux bien. Voilà. Et à l'écriture et au montage, c'est les deux moments en fait où tu peux te poser, où tu as le temps de la réflexion, où tu peux boire un coup, te poser, fumer une clope si tu as envie pour savoir si, avant de prendre ta décision, sur le tournage, tu as le temps, tu mets vaguement une demi-clope et le verre d'eau, tu le boiras après le tournage de ton plan. Donc voilà. Donc c'est vraiment des décisions simples et rapides, avec souvent aussi beaucoup de gens qui te posent des questions. Et il faut avoir des réponses claires à toutes les questions qu'on te pose. Donc le montage, finalement, et je me suis rendu compte également que c'est Paul Hirsch qui dit ça, donc le monteur de George Lucas, entre autres, de De Palma et de Space Jam également, qui dit que c'est un peu comme la reine d'Angleterre, c'est-à-dire que le poste de monteur, tu as peu de pouvoir, mais tu as de l'influence, en fait. Alors, c'est pas pour dire je veux de l'influence, je veux pouvoir... Mais d'une certaine manière, quand tu es monteur, tu travailles avec un réalisateur qui a passé 4 semaines, 6 semaines, 3 mois, 6 mois. La série, par exemple, c'est quasiment 6 mois de tournage, avec une équipe jusqu'à 150 personnes. Et là, il se retrouve avec une personne en face de lui, ou deux avec l'assistant et l'assistante, et dans une espèce de petite cellule comme ça, où tu dois essayer avec lui d'aboutir à un film, et t'as un peu... Voilà. Donc du coup, les enjeux sont un peu différents,
ils sont toujours autour de la narration, d'arriver à raconter l'histoire que le réalisateur a envie de raconter, de la raconter avec lui le mieux possible. Quand c'est pas exactement comme c'était prévu, trouver les voies détournées, mais d'une certaine manière avoir un peu le temps, c'est-à-dire essayer un truc alternatif, le tester le soir jusqu'à 8h, 9h, 5h, 10h, ça dépend, et le lendemain matin pouvoir te dire ok, on a testé, ça marche, ou ça marche pas, et on teste autre chose, quoi. Et au pire, si vraiment tout va mal, tu coupes la scène. Au moins les gens ne voient pas que c'est raté, et ils ne savent même pas que ça existait, il n'y a que toi qui le sais, le réalisateur. T'as monté tout de suite de la fiction ? J'ai monté un peu du documentaire en fait au début. Après, moi j'étais pas mal assistant en fiction sur des films. Et puis après, j'ai monté un premier film, je ne sais plus en quelle année, qui s'appelle Captif, un film de Yann Gozlan. C'était un film de genre. Et le deuxième film que j'ai monté, j'ai fait des castings de monteurs comme tout le monde. Et comme j'avais monté un film de plus de genre, que c'était des comédies, on me disait ah oui, mais est-ce que tu sauras faire rire les gens, tu vois, Et il y a un truc un peu comme ça de est-ce que t'es capable de faire un truc qui va sortir un peu de a priori ton domaine de juridiction. Ouais. Oui, c'est ça, on te met dans des cases en fait assez vite en fonction des premiers montages que tu as fait, c'est ça? Ouais, après on est tous pareils, hein. Quand tu vas appeler un serrurier, s'il s'occupe plutôt de porte en fer et que tu as une porte en fer, tu vas plutôt prendre celui-là, il faut celui qui porte. Mais après c'est un peu psychologique. Mais après tout le truc c'est d'essayer d'élargir un peu ton répertoire. C'est pour ça que j'aime bien aussi bosser sur des séries, parce que il y a un truc où c'est peut-être les genres sont un peu pas plus variés, mais il y a en France il y a beaucoup de comédies Tu parles des séries, donc tu en as fait pas mal, notamment Lupin, Tapi, Miskina je crois aussi, et puis celle qui va sortir bientôt sur Karl Lagerfeld. Oui. Ça pour le coup c'est des genres assez différents. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à monter de la série par rapport à du long métrage? Déjà ce qui est intéressant c'est qu'on peut travailler avec plusieurs réalisateurs sur une même série. Parce que tu montes plusieurs épisodes quand tu es sur une série, ou c'est un monteur par épisode, ou est-ce qu'il y a des règles un peu... Souvent, tu montes 2 épisodes, en général. Enfin, après, ça dépend, il y en a qui montent 3 épisodes, ça dépend, c'est des séries de 6 épisodes, de 8 épisodes. Tapi, par exemple, il y avait 7 épisodes, donc on était 3 monteurs, on va dire, enfin 2 monteurs et une monteuse, donc Jean-Baptiste Baudouin, Alice Plantin et moi. Et donc on a monté chacun 2 épisodes, il y avait un épisode en plus, donc du coup on a proposé à donc Alexis Marot et Justine Roussillon de monter le dernier épisode, de le co-monter, donc ils ont co-monté un épisode. Qui étaient les assistants. Ouais, exactement. Comme on est dans une sorte de cellule, en fait c'est des équipes de montage souvent, on peut un peu plus facilement co-monter des choses en fait. Ouais, donc ça permet aux assistants de se faire la main finalement, exactement. Sans prendre trop de risques et puis en ayant le regard des autres monteurs autour. Oui, on est toujours un peu entre guillemets en backing, enfin on est dans les parages. Moi j'aime bien bosser en équipe en vrai. C'est que tu n'es pas seul devant l'immensité de ce que et tu peux vraiment discuter structure sur des films qui vont faire 8 heures en vrai. Et du coup te poser des questions aussi de narration, d'arche narrative, de personnages, de comment est-ce que ce qui se passe dans l'épisode 1 a une incidence sur le 8e épisode, et que finalement les réalisateurs aussi des fois sont là pour 3 épisodes, et alors il y a 8 épisodes, donc en fait on fait pas que monter des mini longs métrages de 50 minutes, mais on monte une arche qui doit avoir une cohérence aussi sur donc du coup et du coup c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des retours quoi, de toute façon. Et puis j'imagine qu'il faut un peu être accord sur sur toute la série, sur le rythme de montage, etc. Enfin il y a peut-être un ajustement à avoir entre monteurs, quoi, du coup. Ouais. Ou alors c'est un truc qui se trouve naturellement parce que c'est tourné d'une certaine façon ou écrit d'une certaine façon. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est vrai qu'il y a toujours cette question, entre guillemets, de la cohérence d'une série, de la direction artistique et tout ça. Donc il y a de toute façon toujours l'histoire qui va un peu dans la vie de ça, les comédiens récurrents. Mais après, je me rends compte que même dans les séries qu'on aime bien, il y a toujours un moment dans les séries où on prend un pas de côté en fait. Et je trouve que je pense que les gens aiment bien aussi être un peu désarçonnés. Et c'est ça qui fait qu'on a envie de rebondir, en fait, de continuer à regarder une série. C'est qu'on se dit, ah, ok, il peut arriver aussi un moment où on m'amène autre part, en fait. Nous, c'est vrai qu'au montage, d'une certaine manière,
En série, on a un rôle qui est un peu différent de la fiction, parce que les réalisateurs sont des fois vraiment là tout le temps, et ça c'est cool quand c'est possible, mais les plannings font qu'ils sont souvent en tournage, et au moment du montage ils sont encore en tournage, et quand ils arrivent c'est un peu, ils sont là le temps qu'on veut bien que la plateforme ou la prod peut bien leur laisser. Donc il faut quand même avancer en fait. Donc il faut qu'on arrive à trouver des modes opératoires qui font que on soit pas obligé d'attendre à chaque fois, et donc c'est vrai que ça met en place des systèmes un petit peu différents en fait. Ouais. Du coup, ça vous êtes un peu plus indépendant. Vous avez peut-être un peu plus de liberté en tant que monteur, en tout cas, sur les montages, sur les premiers montages, en tout cas, avant que ça soit montré à la prod et puis peut-être aux diffuseurs derrière, aux plateformes. Ouais, ça pousse à être un peu plus force de proposition et à chercher des solutions là où normalement on les cherche avec le réalisateur, mais souvent on pousse un peu plus loin la prospection en fait avant que le réalisateur n'arrive. Okay. Parce que c'est vrai des fois en une semaine pour monter un épisode, on n'a pas le temps tellement enfin on peut chercher des solutions, mais il vaut mieux les avoir un peu anticipées. Et alors pour qu'on ait un ordre d'idée, là sur le long métrage que tu viens de commencer, tu as combien de semaines ou de mois de montage, pour quelle durée estimée, et quel délai vous avez en série? Parce que j'imagine qu'en série c'est un peu plus ramassé. Ouais. Et ben écoute, la série que je viens de terminer, on avait je crois 9 semaines par épisode, ce qui est bien. C'est des épisodes de quelle durée? 50 minutes à peu près, un peu plus, un peu moins. Et sinon, donc regarde, là, le film que je suis en train de monter, on a 14 ou 15 semaines, je crois, un truc comme ça, qui prend en compte un peu le temps de montage pendant le tournage. Après, il y a des films qui, Anatomie d'une chute, je crois qu'ils ont mis pas un an, mais quasi, enfin, c'était très très long. J'avais entendu ça aussi, je sais plus combien de mois, mais c'était très long. Finalement, quand tu passes plus de temps, tu as plus d'idées. Et c'est cool parce que le fait d'avoir du temps, finalement, on peut monter un film en 2 semaines, on peut monter un film en 2 ans. Mais c'est d'une certaine manière, en fait, un tournage, quand tu dépasses de 2 jours, tu as une équipe de 20 à 150 personnes que tu dois payer pendant 2 jours en plus. Un montage, quand tu dépasses de 1 semaine, tu as un avid et un monteur à payer. Je pense qu'à un moment, si le film n'est pas là, il n'y a aucun producteur qui va dire le montage est terminé, on arrête. Enfin, après, oui, c'est une date de sortie. Si elle est sur Santa et compagnie, par exemple, on avait une date de sortie en décembre, du coup, logique. Et du coup, on devait terminer un peu en amont parce qu'on avait les effets spéciaux et tout ça. Donc, il y avait un temps un peu incompressible. Donc, on savait qu'on avait un time lock un peu carré et qu'il fallait qu'on envoie des séquences, par exemple, pour les effets spéciaux. Donc, on avait un peu mis notre... Voilà. Mais sinon, globalement, il y a quand même un truc de la date de fin de montage arrive le jour où on a trouvé le film, c'est-à-dire le jour où le montage est terminé. En fait, le final cut, par exemple, la notion de final cut, c'est un des seuls trucs, en vrai, que le grand public connaît par rapport au montage. Parce que on sait qu'aux États-Unis, ils n'ont pas le final cut, et en France, on l'a. En série, un montage est terminé quand on n'a plus de notes de la plateforme, en fait. Parce qu'on envoie un premier montage, un premier cut. Alors, pour chaque plateforme, il y a un nom différent. Il y a Rough Cut, Cut 1, Soft Love Cut, Soft Lock Cut, Cut Def, Cut machin, tout ça. J'ai découvert plein de mots. Non, mais t'inquiète, moi non plus. Mais on nous dit... Quoi ça correspond, en fait, on envoie un mail, on dit comment on l'appelle celui-là, Soft Lock Cut 2. Très bien, il s'appellera comme ça, et voilà. Soft Lock Cut 2 quand c'est le deuxième. Et pourquoi soft? Parce que c'est pas encore complètement cut. Après, c'est lock cut, c'est tu touches plus. Ok. Voilà. Chaque plateforme a un peu ses acronymes et ses éléments de langage. Mais du coup, le montage se termine quand le lock cut est validé. Voilà. Même si, des fois, le réa se dit tiens, mais moi j'aimerais bien quand même refaire une petite passe, moi pour moi. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a C'est une version alternative en fait. Ouais, alors après, il peut proposer des choses et la plateforme dit oui ou non et tout ça. Pour un long métrage, le montage est terminé quand le producteur en accord avec le réalisateur, ou le réalisateur en accord avec le producteur, décide que c'est terminé. Il y a une notion qui est un tout petit peu différente. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de final cut en série en France, parce que s'il y a un final cut, de toute façon, c'est le réalisateur qui va déterminer qu'il a terminé tout ça. Mais de fait, dans les faits, c'est vrai que les retours sont un peu différents. Et comme c'est un truc un peu plus formel, c'est-à-dire avec des notes précises et tout, d'une certaine manière, quand toutes les notes sont renseignées et qu'on ne te fait plus de notes, ou alors que c'est que des notes sur la musique, par exemple, tu dis, ok, on a fixé le final cut, voilà, d'une certaine manière. Donc la notion est un peu différente, d'une certaine manière. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. La question que je me pose pour le montage d'un film, vous passez par un cahier des charges ou vous avez carte blanche?
tout dépend de ce que cahier des charges veut dire. En fait, en général, pendant le tournage, le monteur ou la monteuse commence à travailler pendant le tournage pour plusieurs raisons. La première est économique, c'est-à-dire que comme en gros, on m'a appris ça un jour, les producteurs quand ils produisent des films, ils font des emprunts en fait. Donc en gros, plus tu sors le film rapidement, moins tu as à payer des intérêts pendant longtemps et tout ça. Bon, c'est pas exactement ça, mais il y a un peu ça. Et donc du coup, tu commences quasiment le deuxième jour de tournage, tu commences à monter. Et par ailleurs, ça te permet aussi de dire que quand un décor en fait doit durer tant de jours, tu vérifies que tout va bien et qu'on peut casser le décor si c'est un décor construit ou s'il y a besoin de plans en plus et tout ça. Là sur la série par exemple, l'avantage c'est que ça a duré longtemps, donc on avait besoin d'un plan de quelqu'un qui coupe un oignon, c'était une série sur un cuisinier, ou d'un truc un peu précis, on pouvait demander et voilà. Donc c'est aussi l'avantage. Donc en fait, le cahier des charges, on a souvent une discussion avec le réalisateur au début du montage, savoir un peu quel type des fois il donne des rêves de montage qu'il aime bien, voilà. Mais ensuite après c'est vrai que le premier montage, on se réfère un peu, on a les rapports montage en fait que nous fait la script où les prises préférées du réalisateur sont cerclées en fait. Et où on peut partir de ça en fait, se dire ok, ça c'est vraiment ce qu'il aime le plus, qui est un peu top of the pop au bout du panier, tout ça, sachant qu'après on va quand même dérocher un peu dans le reste parce que voilà, mais on va dire qu'on va plus focaliser notre attention sur ces prises là parce qu'on sait que c'est celle que le réalisateur préfère a priori. Et ensuite le cahier des charges il est assez large, c'est-à-dire qu'on peut partir, il y a certains réalisateurs qui veulent vraiment qu'on respecte le scénario et qu'on monte un peu large pour pouvoir vraiment voir toute la matière et avant de pouvoir vraiment travailler dans le vif du sujet. Et d'autres qui sont plus à laisser. Et Chaba, par exemple, quand on avait commencé à travailler ensemble, je lui avais posé la question, je lui avais dit, du coup, est-ce que tu veux que je te monte exactement le scénario tel qu'il écrit, ou est-ce que tu veux que je commence à faire des propositions de coupe, de machin, de ça. Et il m'a répondu, écoute, moi, ce que je veux faire, je l'ai en tête, donc ce que tu peux me proposer, ce sera nouveau, donc vas-y. Et puis de toute façon, au pire, on peut toujours revenir à ce qui était prévu, donc voilà. Donc il y a une marge de manœuvre dans une sorte de cadre. Tu as monté beaucoup de comédies. Comment tu fais pour garder la fraîcheur du gag ? Parce que comme tu disais, on peut se lasser de voir le gag, etc. Donc est-ce que, en dehors du fait de le montrer peut-être à ton assistant, ton assistante, comment tu sais que tu as gardé le bon rythme au bout de 9 semaines, 10 semaines de montage ? La seule référence que tu as, que j'ai moi en tout cas, qui est de manière éminemment personnelle et subjective, c'est ma subjectivité, justement. C'est-à-dire, est-ce que quelque chose me fait rire ou pas ? Après, le premier visionnage des rushs donne une petite idée sur qu'est-ce qui, dans le jeu des comédiens, dans l'énergie d'une scène et tout ça, me fait marrer, et qu'est-ce que j'ai envie de retrouver en me disant ok, ça je vais essayer de pousser cette direction parce que ce comédien-là à ce moment-là est drôle. Tu fais confiance à ton premier visionnage de rush, c'est-à-dire que quand tu vois une scène et qu'il y a un comédien où tu dis ah là c'est un peu fragile, tu sais que tu vas un peu focaliser ton attention sur ce comédien-là ou sur cette comédienne-là parce que il y a un endroit où ça va être un peu plus compliqué. Et du coup, ça vaut le coup de garder en tête, parce qu'après, tu vas t'habituer. Au bout de 2 fois, 3 passages, tu vas améliorer quelque chose. Mais des fois, améliorer quelque chose, je parle pour un comédien, mais pour même une idée ou un concept, s'il y a un truc qui passe pas très bien, tu vas le faire que ça passe mieux. Et on va se dire, ok, ça passe mieux, mais ça veut pas dire que ça passe bien, en fait. Enfin, je sais pas si c'est très... Mais des fois, il y a dans les films, des scènes où même les prods, tu vois, ils voient ça, ils disent, ah oui, c'est mieux que la dernière fois. Et effectivement... Mais bon, c'est pas pour ça que c'est bien encore. Donc du coup, des fois, il faut arriver à trouver si c'est effectivement devenu bien. Alors évidemment, tout ça est très subjectif, mais ou si on est encore sur un truc qui est encore un peu tendancieux et qui peut être amélioré ou doit peut-être à un moment prendre la porte, parce que ça arrive que, voilà, comme on disait, ça peut aussi mieux que ça disparaisse plutôt que ça reste à l'état un peu fragile. C'est vrai qu'il faut pas il y a des fois, tu enlèves un truc drôle parce que tu as perdu un peu de fraîcheur. Ouais. Donc moi j'aime bien montrer aussi les films que je monte. Alors des fois ça veut dire que tu vas te prendre des gros vents voilà, parce qu'il y a des trucs qui te font rire et qui vont pas faire rire d'autres gens. Et... Oui, parce que même l'humour est objectif quand même. Complètement. Ouais. Ça veut dire que tu arrives à voir quand tu lis le scénario que ça va te faire rire, que c'est censé te faire rire. Faut que ça soit ton humour, j'imagine. Oui, mais pas forcément. C'est marrant. Ouais. Moi, c'est plus est-ce que le réalisateur, j'ai envie de passer 4 mois avec lui,
Du coup, les scénarios, moi j'ai lu en général une fois, je les lis pas toujours en commençant le montage. En fait, je prends pas systématiquement une scène de scénario en me disant ok, là on va monter telle scène. J'aime bien prendre les rushs en fait et regarder, voir ce que me raconte la scène, la monter. Des fois, quand j'ai un petit doute ou un truc, je reprends le scénar, je dis ah oui d'accord, ok, il est question de ça, donc ça c'est important, donc il faut que je le mette en avant, ou même voir ce qui se passe avant et après pour être sûr que je suis pas en train de faire de contresens et tout ça. Ouais. Bon, en général, quand le scénar est bon, le film est rarement mauvais, mais ça peut arriver. Mais bon, voilà. L'inverse, par contre, tu peux avoir des scénars un peu où mais des scénars où j'aimais bien le projet, j'aimais bien la personne qui faisait le film et tout ça, donc tu te lances dans un truc. Et finalement, tu te rends compte que le tournage, les comédiens, l'incarnation, ce que le réalisateur va y mettre et tout, fait que ça devient autre chose qui est mieux, en fait. Donc c'est cool quand ça se transforme, tout est possible, en fait. Et c'est vrai que l'humour, le fait de faire une projection test, c'est con, mais en fait, en vrai, il y a un crash test qui est un peu dur à avaler. C'est que si ça se marre pas, tu peux pas aller expliquer pourquoi ça doit être drôle, en fait. Ouais. Tu peux toujours, mais c'est quand même moins drôle les vannes à expliquer. Et du coup, après, effectivement, on n'a pas tous le même humour, mais d'une certaine manière, les projections test, ça permet d'avoir une sorte de retour. Moi, j'aime bien être dans la salle, prendre le pouls, tu as un moment où tu sais que tu as fait un truc, ça va faire marrer. Ça fait pas marrer, d'accord, ok, ça y est. Donc voilà. Et ils font même des projections test avec des caméras sur le public infrarouge pour voir en fait les réactions. Ah ouais. Bon, il y a tout. Ouais. Mais bon. Ok. Tout à l'heure, tu disais que tu faisais des films en stop motion. Tu as fait une série qui s'appelle Objectivement. Comment tu as eu l'idée de faire ça ? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Parce que c'est quand même l'éloge de la lenteur en tournage, ça aussi. Et puis, c'est un montage que tu fais en amont. C'est vrai. Il y a quand même des similitudes. Hein, le fait de... Quand tu es en stop motion, tu es un peu seul devant ta marionnette ou ton verre quand tu fais une série sur des objets ou tout ça, avec un temps un peu cool, c'est-à-dire un peu décalé du temps de tournage normal. La stop motion, c'est vraiment, je trouve, un moyen terme entre le dessin animé, parce que moi je sais pas dessiner, et je voulais faire de l'animation parce que j'aime bien ça, et le tournage réel où c'est des vrais trucs, parce que tu as quand même vraiment une paire de ciseaux, une marionnette devant toi et tout ça. Oui, parce que objectivement, c'est des objets qui parlent, quoi. Ouais. Tu es dans une pièce différente à chaque fois, je crois. Il y a 4 décors. Ouais. Et puis, voilà, les objets qui discutent entre eux, quoi. Ouais, c'est la vie quotidienne des objets du quotidien. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand les humains se barrent et que les objets sont tout seuls à la maison. Moi, après, la stop motion, j'ai commencé aussi parce que quand tu as envie de faire des films, le truc le plus compliqué au ciné, c'est quand même les comédiens et les comédiennes. C'est-à-dire arriver à gérer, à faire en sorte que de faire passer une info pour avoir une personne humaine qui en face et joue bien, déjà, ce qui est pas simple. Et du coup, c'est vrai que l'animation, ça permet de passer un peu entre les mailles du filet. C'est-à-dire, tu crées ton décor, tu crées ta marionnette, t'es un peu maître du monde et tout ça. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, il y a un truc, je trouve, dans la stop motion que j'aime bien aussi. Tu dois être bon 12 fois par seconde. C'est-à-dire que, on va dire 24 normalement, mais on fait 2 images par prise. Donc, si tu fais un mouvement en animation où il y a un bras qui merde un peu sur un truc, le mouvement va être bancal, en fait. Donc, tu as vraiment une obligation un peu d'être à peu près juste et tout ça, machin. Ouais. Et que tu vas pouvoir après éventuellement couper, parce qu'en stop motion, ce qui est cool, c'est qu'au montage, tu peux vraiment enlever des images, donc quand ça marche pas, tu peux virer, voilà. Donc tu as encore cette latitude-là. D'accord. Mais tu dis, t'as pas la problématique des acteurs, mais tu as quand même des acteurs qui font les voix. Oui. Et ça, tu l'enregistres avant ou après tournage ? Alors, moi, j'aime bien faire ça avant, en fait. Il y a des fois, on peut faire des voix maquettes, souvent sur les longs métrages, c'est ça. Pour Objectivement, par exemple, on avait enregistré les voix en amont. Et franchement, c'était ma partie préf. C'est-à-dire que tu avais, on va dire, il y a une quarantaine d'épisodes, avec pas mal d'objets, du coup. Donc, on devait avoir, je pense, une quarantaine de comédiens en tout, 40 comédiens et comédiennes, qui venaient tous en Audi, jouer leur truc, donc c'était écrit et tout, mais avec aussi de l'impro et tout ça. Et on avait un peu mélangé des comédiens, parce que souvent les films d'animation, il y a des comédiens de voix, que j'adore, il y en a des super bons, on avait bossé avec un mec qui s'appelle Eric Herson-Macaret, il y a des voix un peu connues, mais on voulait aussi prendre des voix donc il y avait Reda Kateb, il y avait Jonathan Cohen qui jouait le rôle de brosse à dents, il y avait Cécile Cassel, il y avait Alison Wheeler qui faisait le rôle d'une culotte, entre autres. En tout cas, il y avait beaucoup d'objets, et on voulait un peu mélanger, et cette phase d'enregistrement de voix, c'était juste génial, c'est-à-dire que
comme ils étaient pas tous là en même temps, avec mon pote Mike, on donnait la réplique. Donc, on donnait la réplique à Jonathan Cohen, à Alison Wheeler, tout ça. Et la copine Guadeloupe qui avait fait le montage des directs, le montage son, elle m'avait dit, en fait, j'aurais pu monter toute la série juste avec vos voix, en fait, parce que du coup, vous avez fait... et donc, oui, effectivement, il y a quand même des comédiens. Oui. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un film ou une rencontre, une personne que tu as rencontrée qui t'a fait prendre un tournant dans ta carrière, ou alors tu t'es dit, là, ça y est, je sais monter, quoi. Enfin, je me considère comme un monteur expérimenté. Parce que là, ça fait quelques années que tu travailles, donc j'imagine que tu n'as plus le syndrome de l'imposteur. Ça peut durer vraiment, je pense, toute une vie, le syndrome de l'imposteur. Oui, c'est vrai, mais quand même, il y a certaines choses... puis là, tout à l'heure, tu disais, tu fais monter des assistants et tout, tu as quand même... ce truc-là de mettre le pied à l'étrier à des plus jeunes monteurs aujourd'hui, monteurs et monteuses. Mais ça n'empêche pas le syndrome de l'imposteur. Parce que... surtout qu'on est... c'est aussi qu'on est souvent tout seul, etc. Ouais, il y a toujours un truc en vrai je trouve, de fébrilité quand tu montes et quand tu vas montrer un premier montage et tout ça, parce que tu sais que de toute façon, quoi qu'il se passe, le premier cut que tu vas montrer à un réalisateur, ça va lui faire du mal. Ah oui. Il n'y a pas d'exemple, mais je parle de fait, le premier montage, c'est la vision. En gros, c'est un réalisateur qui a bossé pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans sur un scénario, qu'il a tourné, ça a été compliqué un peu tous les jours parce que c'est une course contre la montre et tout ça, et qui a envoyé des rushs à un gars qui va décider que, en fait, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, là, il va couper là, ça, il l'a fait sauter, ça et tout. Là, tu peux pas imaginer quelqu'un qui, normalement constitué, qui peut se dire, ok, tout est normal et je vais valider ce truc-là, quoi. Donc, il y a un truc un peu très particulier d'accaparement de matière, après, quand tu connais un peu la personne, tu sais que tu peux, mais même, alors, je pense qu'en documentaire, c'est un peu, vous avez une position un peu... J'allais dire que nous, c'est assez différent parce que il n'y a pas forcément... Il y a une vision thématique du documentaire, mais il n'y a pas forcément une vision... on ne sait pas forcément où on va faire les cuts. Le réalisateur ou la réalisatrice va me dire, en fait, on a tourné telle séquence, moi je l'imaginais comme ça, mais je ne sais pas si on a la matière qu'il faut. Ou alors ils vont arriver, typiquement la réalisatrice avec laquelle je travaille, elle me dit, écoute, moi j'imaginais ça, j'ai l'impression que c'est pas ça qu'on a, mais c'est comme ça que je le voyais. Et donc, vu que c'est tourné très en longueur, etc., c'est vrai qu'avec la longueur de rush, on peut se perdre des fois, à se dire, et c'est vrai qu'il y a des fois, on en montage comme ça, des rushs, genre, c'est long. et en fait, une fois monté, il y a exactement ce qu'elle voulait. Quoi. Et donc, c'est assez plaisant quand on arrive à retrouver, juste à nous à trouver, puisque... on découvre les choses, mais qu'on arrive à trouver ce que la réalisatrice ou le réalisateur avait en tête. Et du coup, il y a ce truc un peu magique de dire, ah mais oui, en fait c'est ça, je l'ai. Tu vois. Donc c'est assez chouette. Et en ça, je pense qu'effectivement, c'est un peu différent de la fiction où on imagine le film parfait. Et en général, j'imagine, c'est pas dû aux contraintes de tournage et de plein d'autres choses. C'est pas forcément... en tout cas, le premier montage... je comprends qu'il puisse être un peu douloureux. Je pense que tu peux avoir plus de surprises en documentaire, mais même sur le thème du film que tu... Il y a un documentaire que j'avais monté où finalement qui était censé parler de quelque chose et qui finalement a raconté la rencontre du réalisateur avec un ami d'enfance, et c'est devenu juste, ça n'avait absolument... Enfin, c'était même pas le même thème ou machin, c'est que c'était un autre film, quoi. C'est devenu... et c'est vrai que cette liberté-là permet aussi d'avoir plus de surprises, je pense. Mais après, quand je dis le réalisateur, forcément, il est au bord de la dépression quand il voit son premier jour, c'est tout ça et tout. Bon, j'exagère un petit peu, il y a des nuances à apporter, mais il y a quand même un truc, je pense, d'appropriation, mais même quand un réalisateur arrive en salle de montage, il a envie forcément de voir ce qu'il avait prévu, en fait. Et des fois, d'une certaine manière, tu as essayé un truc, tu as essayé ce qui était prévu, tu as vu qu'il y avait des choses qui marchaient, d'autres un peu moins, donc tu as essayé quelque chose d'un peu alternatif, et ensuite, il faut accepter de revenir en arrière, d'essayer, de voir que c'est peut-être pas la solution que tu avais prévue qui était la meilleure par rapport à cet écueil, mais qu'il en fait entre une autre. Et justement, je trouve que ce qui est cool, c'est de se confronter aux accidents avec le réalisateur. Il y a un côté enquête, en fait, qu'il faut un peu résoudre. Tout à fait. Alors, je vois qu'il y a une petite question, je me rapproche. Alors, moi, j'ai une petite question. Le monteur a-t-il son mot à dire justement sur le montage et le rythme de l'œuvre dont il a la charge quand il commence son travail ?
oui. Et Enfin, je te laisse répondre, mais... Ah ben non, mais répondons du concert. Non, mais c'est un peu compliqué. En fait, c'est vrai que le montage, on sait pas tellement ce que c'est en vrai. Enfin, je veux dire, quand les monteurs savent un peu, les réalisateurs aussi, certains producteurs, quelques comédiens et comédiennes qui savent que tu peux même retravailler le jeu d'acteur au montage et tout ça. Mais c'est quand même un endroit qui est assez peu renseigné en fait. C'est pas un endroit très sexy en fait. En vrai, on est dans une salle fermée avec un ordi face à nous et avec une souris et un clavier. Donc ça ressemble beaucoup au travail de graphisme, au travail de banquier, au niveau du lieu, tu vois, on travaille avec un ordinateur et un clavier. Et en vrai, ce qui est marrant, c'est que en fait, du coup, non. L'idée, c'est d'arriver à synchroniser deux choses. C'est la volonté d'un réalisateur et toi, comment tu te projettes sur cette volonté-là et comment tu arrives à dire les moments où c'est un tout petit peu ça. On peut peut-être prendre cette voie-là, qui est peut-être pas exactement ce que tu avais prévu, mais qui peut nous emmener à cet endroit-là, qui peut être un peu cool pour le truc et tout. Et du coup, sur le rythme du film, je pense que oui. C'est-à-dire qu'au final, le Final Cut, en fait, sur l'infinité de possibilités qu'il peut y avoir avec les mêmes rushs, il n'y en a qu'une seule qui va être la bonne, en fait. À part quand le réalisateur décide de faire un Final Cut 15 ans après, parce qu'il veut remettre 2 scènes avec une petite licorne dessus, tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, il faut se dire que cette version, putain, il faut qu'elle soit vraiment bonne, parce qu'il n'y en a qu'une seule, en fait. Alors, si tu te poses la question à chaque raccord que tu fais, ça peut être un petit peu démotivant ou annihilant, enfin, ou déstabilisant, enfin, je sais plus quel est le terme. Assommant. Flippant. C'est pas ça. Surtout si tu as le syndrome de l'imposteur. Mais en tout cas, j'adore le fait de se dire que il faut faire le deuil de toutes les possibilités pour arriver à un truc qui sera la version finale, et il n'y en aura pas de toi. Il n'y en aura qu'une seule. Donc on a une sorte d'incidence, effectivement, et une fois encore le truc de la reine d'Angleterre qui a le pouvoir d'influence, mais sans avoir le pouvoir de choix, en vrai, de décision. Ouais, ça. Il est pas mal. Ouais. En documentaire, on a une grosse incidence, on a tout à fait notre mot à dire. Et du coup, c'est vrai qu'en documentaire, notamment, on a souvent des grandes discussions sur la structure, quoi, parce que il n'y a pas de scénario en documentaire. Enfin, il y a des idées, il y a évidemment des dossiers qui sont écrits, notamment pour avoir les financements, etc. Mais donc il y a un film rêvé, un film idéal, il y a ce qui a été tourné qui en général ne correspond pas précisément à ce qu'il y a dans le dossier, et puis, comme on dit, le montage c'est la troisième écriture. Donc on réécrit, on adapte, on change, on fait plein de choses, mais je pense qu'en fiction aussi, il y a quand même une marge de manœuvre. Il y a, on va dire, des racines, quoi. Il y a un premier scénario, tu fais le premier montage et après tu adaptes. Et des fois, je sais pas si ça t'est arrivé, toi, de remettre, chambouler des séquences ou notamment, j'imagine qu'en série, surtout si c'est des séries à tiroir, ça peut. Et même d'un épisode à l'autre, des fois tu peux. Ouais. Quand Chabat m'avait dit ce truc de moi, ce que j'ai en tête, je le sais, et voilà. Ce que le film a en tête, c'est ce qui est écrit dans le scénario, par exemple, et tout ça. Mais en vrai, ce qui est marrant, c'est quand ça commence à merder. C'est quand tu as un problème et que quand tu es en montage et puis que ça travaille en permanence. Moi, ce que j'adore aussi, c'est que ça mélange un peu tous les. T'écoutes une musique un jour, t'as un pote qui te fait écouter un truc, et là, tu dis, ah putain, mais ça serait génial pour ça et tout. T'arrives au boulot le lendemain, tu mets la musique, tu montes la scène avec ça. Ça ouvre un peu les chakras de plein de trucs, le montage. Star Wars, par exemple, la scène de l'attaque de l'étoile noire à la fin, en vrai, la première scène, elle marchait pas du tout. Et à un moment, ils se sont dit, tiens, ce qu'on va faire, c'est que. Comment aussi au montage, tu trouves des solus qui sont de la bricole totale. C'est-à-dire que Star Wars, c'est quand même un des films les plus iconiques du cinéma. La scène la plus iconique de ce film le plus iconique, elle s'est faite parce que Marcia Lucas a dit, écoute, ton truc d'étoile noire, il faut qu'on ait un time lock qui fasse que, en fait, ils doivent faire exploser une planète. C'est ce qui va faire que Luke est obligé d'aller faire exploser l'étoile noire avant que l'étoile noire ne fasse exploser la petite planète gentille et tout ça. Ça, c'était pas un truc du scénario. C'est un truc où quand tu vois ce documentaire en question, tu vois qu'en fait, ils ont pris un plan du mec qui appuie sur le bouton qui va faire partir le laser, que c'est pris d'une autre séquence, un plan avec le gars qui est de dos, machin, qui est pris d'une autre séquence. Ils ont tourné un truc pour machin, pour essayer de faire entrer ce truc-là. Et du coup, ça fait que la scène fonctionne. Et pourquoi la scène fonctionne et pourquoi du coup le film fonctionne, parce qu'il fonctionne vachement sur la scène finale, c'est parce qu'au montage, il y a une nana qui a dit attends, ton truc il est bien, mais en fait, il y a ça, c'est un peu foireux, ça peut mieux marcher, tout ça. Donc c'est rigolo de se dire que c'est en bricolant que des fois on arrive à. Pas toujours, mais en général, c'est. Voilà. En essayant des choses. Quoi. Oui, en essayant. Non, mais en essayant, en se plantant. En déviant, en cherchant. Ouais. Donc, d'où l'importance du syndrome de l'imposteur, parce que si tu considères pas que tu es un imposteur, tu cherches un peu moins, parce que quand tu es imposteur, tu veux pas qu'on se rende compte, donc tu vas chercher plus et tu vas essayer de donner le change. Après, oui, c'est ça, faut garder
Sans forcément s'auto-flageller avec le syndrome de l'imposteur, faut toujours avoir, je pense, la curiosité. Et puis l'envie de s'amuser finalement, parce qu'on s'amuse quand même. Ouais, c'est plutôt fun. Tiens, je vais essayer ça, puis si j'essaye plutôt comme ça. Donc, et c'est vrai que plus on a de temps, plus on peut s'amuser à faire ça, et plus on fait des beaux films, quoi. Non, mais la notion, en tout cas financière, en vrai, elle est Ça joue beaucoup, sur le résultat final, quoi. Après, on s'adapte au temps qu'on nous donne aussi, hein. De toute façon, ça fait partie aussi du métier de rentrer Bien sûr, au mieux dans les contraintes qu'on nous donne, quoi. Ouais. Comme en tournage, sur tous les postes. Je sais pas, quand tu veux parler d'une expérience qui t'a marqué, tu penses à laquelle en premier? Ou une rencontre qui t'a marqué? Chabat, en l'occurrence, c'était mon idole quand j'étais petit. Hein. On faisait 20 bornes un samedi sur 2 pour aller voir les nuls d'émission chez le seul pote qui avait Canal. Donc c'est vrai que quand je l'ai rencontré, quand il fait un casting, donc j'étais un peu sur, même limite, je faisais pas le film, je disais c'est bon, je t'ai croisé une fois dans ma vie et ça me suffit et tout ça. Donc c'est vrai que ça a vraiment été pour moi Après, ça veut pas dire que, forcément tu vas faire ta vie avec la personne et monter tous ces films et tout, mais juste moi ça m'allait en fait. Puis ce film-là en plus de Noël, mes filles étaient petites, je me projetais en me disant que j'allais leur montrer ce film, ça. Puis le truc aussi d'apprendre en fait, c'est-à-dire qu'il y avait le côté, on était en salle de montage, on travaillait, et puis quand on trouvait pas une scène, on se posait à côté. On fumait une clope, on papotait un peu, mais c'est marrant parce que c'était cette salle-là, mais en dessous en fait, du coup. Et moi en fait, en gros, je passais une demi-heure à poser 1 milliard de questions, que j'ai rêvé de lui poser quand j'étais ado. Là, on pouvait se poser et j'avais le droit, machin. Donc ça a été 4 mois de montage et machin où j'étais, mais en kiff total, quoi. Mais après, c'est en dehors du truc pro où c'était cool et j'adorais monter ce film et tout. Il y avait un côté un peu rêve de gosse et pareil où tu montes une comédie. Et je me souviens le premier truc. En fait, pendant le tournage, Chabat, il aime bien faire des fêtes de fin de tournage toutes les semaines. En fait. Et du coup, moi, j'aime bien faire des petits montages. Parce que c'est vrai que pendant le tournage, l'équipe technique voit pas trop ce qu'on fait parce qu'on avance en parallèle. Et souvent, pour les fêtes de fin de tournage, je fais un peu des petits ou bêtisiers ou avec quelques scènes montées, petite musique, machin, pour un. Et le premier truc que j'avais envoyé, il y avait un truc en fait avec le Santa quand il se pose, il pose son traîneau sur le toit du Moulin Rouge. Et je sais plus, il y avait un truc où ça éteignait la lumière en fait. Et c'est tout con, mais j'ai mis un petit bruit. De trucs voilà. Bon, c'était vraiment des débiles, un gag sonore et tout. Et donc on passe faire le soir, machin, première fête de fin de tournage, à une semaine du début du tournage, on passe le truc et tout, et les gens se marrent et tout. Et là, Chabat est sur le droit, il fait celle-là, tu me l'as vendue comme machin. Et j'étais trop content. J'avais vendu une vanne imprévue au scénario. Donc après, voilà. Le but du jeu, c'était de faire marrer Alain Chabat, voilà, pendant ce montage. C'est plutôt sympa. Oui. J'ai une question, parce que tout à l'heure, tu as parlé de The Last of Us, qui est une de mes séries phares. D'accord. Et ça m'a fait penser que dans The Last of Us, il y a plusieurs épisodes qui dépassent l'heure, voire 1h20 pour le plus long d'entre eux. Et justement, tu disais que par exemple, quand tu montais du 30, 40, 50 minutes, des fois, on pouvait t'objecter le fait que passer à 1h30, ça va être compliqué. Par rapport à l'allongement des séries et tout ça, est-ce que tu penses que de plus en plus, monter des séries, ça va devenir comme monter des films, ou est-ce qu'on va garder quand même les spécificités des séries? En vrai, quand tu regardes une série, je pense que tu regardes... c'est pour ça, pour moi, c'est comme une sorte de long métrage de 8 heures ou un truc comme ça. C'est que de toute façon, les gens, globalement, enchaînent. Hein. Donc c'est plus... et en tout cas, ils ne regardent pas toujours. Moi, je sais que je m'arrête au milieu d'un épisode des fois, je le reprends après, on sait que ça va reprendre là où ça s'est arrêté, tout ça. Donc il n'y a pas du tout la même manière, je pense, de voir, de consommer les films. Donc je pense que la durée d'une série, d'un épisode... En vrai, c'est pas si grave. Sur Tapis, on avait un épisode, l'épisode 4, quand j'avais monté. Le premier montage faisait 40 minutes. Et on s'est dit, ah merde, putain, ça va être peut-être un peu... Et puis finalement, Netflix, ils ont dit, non, en fait, c'est pas grave. Pareil, en fait, c'est vraiment, je pense, un espace de jeu assez cool, la série. Dans Tapis, pareil, il y avait l'épisode 7, il y a un chant contre chant de 25 minutes entre le juge Éric de Montgolfier et Bernard Tapie dans un bureau avec le seul décor, c'est un bureau, une lampe et 2 comédiens. C'est devenu un peu, entre guillemets, la scène la plus iconique de la série. C'est celle dont tout le monde a parlé à la sortie de la série. Or, Netflix, au début, ils étaient un petit peu en angoisse, mais en tout cas, ils se disaient 25 minutes avec 2 comédiens et une lampe, ça va être peut-être un peu long, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment, je pense, un endroit où de recherche, c'est devenu un peu un endroit de recherche. Mais moi, à la base, je suis plus consommateur de films, en fait.
quand je termine une série, tu peux aller en discuter avec tes potes, ta famille, chatter, machin, tout ça et tout. Mais il y a quand même un truc, c'est quand je sors du cinoche avec mes potes et qu'on se pose dans un café, qu'on en parle et tout ça, et le fait de le voir à plusieurs. En vrai, nous, je fais pas la pub de mon festival, mais en tout cas, l'une des raisons, c'est on voit les films en plein air, dehors, avec un écran, tout le monde voit le même film en même temps, tout le monde se marre pas en même temps, tout le machin, mais il y a une sorte de truc un peu collectif, moi qui me manque un tout petit peu dans le mode de consommation des séries, en fait. Voilà. Alors c'est peut-être un peu daron de dire ça et tout ça, mais j'ai quand même ce plaisir de voilà, bref, du ciné. Je crois que c'est pas un truc de daron, hein, parce que moi, ma fille, elle commence à prendre plaisir à aller au ciné. Ouais. C'est quand même un truc. Mais elle va voir des films d'horreur. Elle commence à... Ouais, mais non, mais c'est bien, moi je trouve ça bien, mais je trouve ça cool, mais c'est que ce soit des films d'horreur. Oui. Là, il y a des trucs qu'on allait voir ensemble, bien sûr. Là, elle commence à sortir avec ses copines. Oui, mais le film avec les copines, c'est pas la même chose que le film avec maman. Oui, c'est pas, on va pas voir les mêmes films. Moi, j'aime pas les films d'horreur, donc. Non, mais du coup, moi, je trouve que les films d'horreur, ma fille, c'est, enfin, on parle rien, mais le fait les premiers films qu'elle allait voir avec ses copines, c'est des films d'horreur. Et après, c'est que whatever works. C'est-à-dire que même si c'est des films d'horreur, c'est pas grave tant qu'elle. Pour avoir des émotions. Exactement. Donc, ouais. Et c'est pas les mêmes que quand t'es devant ta télé ou ton ordi et que ouais. tu peux mettre pause pour aller faire un truc ou regarder ton téléphone ou. Ouais. C'est pas la même attention. Quoi. Ouais, complètement. Ouais. Voilà. Je vois qu'il y a une question là dans le chat. Alors, après, est-ce que le fait que les plateformes comme Netflix et consorts, où on n'a pas peu de publicité, ne facilite pas aussi l'allongement des durées d'épisodes des séries ? En fait, j'ai l'impression que les durées, elles sont à peu près... Il y a des épisodes courts de 26 minutes, il y a 45, et puis après, il y a vraiment... oui, il y a un peu la norme télé, mais qui se... ouais. Je sais pas si c'est plus long. En fait, j'arrive pas à savoir pourquoi, finalement, j'ai l'impression que c'est pas tant un problème que ça, que les épisodes fassent pas pile 52. Parce qu'en télé, quand tu fais un 52, en fiction en tout cas, il faut pas qu'il fasse 53, il faut pas qu'il fasse 51. Enfin, il y a un côté un peu en série Netflix, en tout cas Disney, Netflix, Amazon, Apple. J'ai jamais eu de truc où on m'a dit l'épisode est trop court ou l'épisode est trop long ou tout ça, quoi. Ouais, on ne propose pas de... Non. Voilà, il fait la durée qu'il doit faire, quoi. Ouais. Après, en télé, il y a toujours les cases. Après, les formats commencent à changer un peu. Notamment parce que, en tout cas en doc, je sais pas comment c'est sur les séries télé, mais là, par exemple, je viens de terminer une série doc où c'est des épisodes de 45 minutes. Alors qu'avant, c'est plutôt des 52, mais là, on a fait 4 fois 45, donc ça fait 3 heures de... 3 heures, ouais, mis bout à bout, quoi. Ouais. Et ça, je trouve que la durée 45 minutes, c'est vraiment un truc des plateformes et des séries, un peu nouveau. Donc, qu'il n'y avait pas du tout avant. Ouais. Donc ça influe un peu sur tous les genres. Ouais. On a fait le tour, un bon tour du montage, en tout cas de votre point de vue. Petite dernière question d'ailleurs, en parlant de point de vue, est-ce que vous pensez que pour être monteur, il faut avoir l'œil du spectateur ? Je pense que quand tu montes, de fait, t'es un peu le premier spectateur. Enfin, le premier spectateur, c'est l'assistant monteur ou l'assistante monteuse, en fiction en tout cas. C'est lui qui va dérusher, qui va faire le bout à bout, donc il va être le premier à voir les rushs, en vrai. Et souvent, même en série, les assistants-assistantes bossent plus longtemps que les monteurs et les monteuses, donc ils sont là avant eux, avant que le tournage commence, et même longtemps après, parce que les monteurs montent leurs épisodes et après ils s'arrêtent, tandis que les assistants continuent. Donc d'une certaine manière, la vraie mémoire des films en série, c'est les assistants et assistantes. Mais en tout cas, sur l'œil du spectateur, c'est vrai que t'essayes de garder d'une certaine manière, un peu la fraîcheur et tout ça et tout, ce qui est pas toujours facile, mais que t'essayes de faire. Mais toujours se poser la question de se dire qu'est-ce qu'elle va être Moi, je sais que c'est un peu des fois même la manière de monter est un peu directement induite par l'idée de se dire il y a quelqu'un qui va regarder ça. En fait, c'est se positionner de l'autre côté en fait. Mais comme dans la vie, des fois, tu te dis tiens, je vais dire ça à quelqu'un. Comment quelle va être sa réception de ce que je lui dis et tout ça. Faut pas passer sa vie à se poser la question de ce que voilà. Mais en tout cas, le fait de se dire est-ce que les gens vont pas se faire chier à ce moment-là, est-ce que les gens vont être émus, machin, est-ce que là, du coup, c'est pas un peu too much de mettre cette musique-là parce que déjà ils vont être émus par le comédien ou la comédienne qui fait une belle prestation et qui a pas besoin. Mais en fait, se dire toujours, et c'est compliqué parce que dans une salle de 70 personnes, t'as 70 avis différents sur le film. Mais en tout cas, c'est de trouver un truc un peu pas average parce que ça veut rien dire, mais du coup, tu ne peux que te référer à toi, ta subjectivité, à des trucs qui t'émeuvent, des trucs qui te font marrer,
marrer, des trucs qui te font pas marrer. Des fois, j'ai bossé sur des comédies avec des choses qui me faisaient pas forcément rire. Et quand ça passe dans la salle, ça fait rire les gens. Donc, force est de constater que ça fait rire. Donc, c'est toujours un mélange, un aller-retour en fait entre ta subjectivité, toi, parce qu'en vrai, dans une salle de montage, il y a ta subjectivité, celle du réalisateur, et c'est tout. Et un truc où tu essayes de te projeter justement sur comment les autres vont recevoir les choses. Et juste par rapport à ça, c'est vrai que par rapport aux plateformes et aux films et aux séries qu'on monte, comme il y a le côté, ces séries s'adressent plus seulement, par exemple, à un public français, mais à un public international, et il y a d'autres questions parfois qui rentrent en jeu, c'est-à-dire est-ce que tout le monde va comprendre, est-ce que quand on parle par exemple de Bernard Tapie, est-ce que le mec au fin fond du Texas, il va être intéressé par le juge Éric de Montgolfier, voilà. Et au final, ce qui est marrant, c'est que dans cette série-là, moi, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du montage, c'est que la série parlait d'un personnage français iconique qu'on déteste, qu'on adore détester, qu'on déteste adorer, machin. Mais finalement, ça parle du rapport d'un fils avec son père, en fait. Il n'y a rien de plus universel qu'une relation entre un père et son fils. Et c'est de ça, finalement, que ça parle aussi. Donc, voilà. Le vrai sujet, à mon avis, de la série, quoi. Je pense qu'on peut dire cut, comme tu as l'habitude. Voilà, exactement, on va dire cut. Merci en tout cas pour l'invitation et puis merci à ceux qui étaient dans le chat aussi pour les questions. Merci beaucoup les gars, merci à tous. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Hop. Bon, en tout cas c'était marrant. C'était cool. Puis c'était cool de discuter avec toi, donc merci beaucoup. Merci à toi Yas. Allez cut. Play Pause Cut se met en pause pour une durée indéterminée. Je vous laisse écouter ou réécouter les épisodes déjà en ligne et vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Je compte sur vous pour liker, partager et vous abonner pour continuer à faire vivre ces contenus. Merci pour vos écoutes attentives et vos retours enthousiastes.